Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité des réseaux sociaux. Vous connaissez ça par cœur, partagez et likez. Nous allons bien évidemment revenir sur l'actualité qui a dominé l'Algérie, une actualité assez importante, conséquente en termes de politique d'abord intérieure et puis extérieure. Mais on pourra voir avec nos invités aussi comment peut-on avoir une bonne politique extérieure, une bonne défense, notamment dans le cadre de ces frontières, avec peut-être des problèmes d'état de droit, de démocratie, des libertés aussi qui posent énormément de questions. Donc, on viendra bien évidemment sur trois gros dossiers. D'abord, la grogne des lycéens, le Parlement européen et cette résolution. C'est une sentence, une gifle pour le pouvoir algérien. Une résolution, donc 605 députés parlementaires, 533 pour, 48 abstentions. Ils sont plusieurs de tous bords à avoir demandé clairement la libération immédiate de Boualem Sansal. Mais derrière Boualem Sansal, il y a une autre question qui est mise sur la table, qui est mise en lumière. Eh bien, ce sont ces détenus d'opinion, des détenus politiques, des Algériens, des Algériennes, des citoyens. Certains ont même évoqué la sentence infligée à Mohamed Tadjadid, tout jeune, 31 ans. Il est né le 9 janvier 94 et il vient de prendre 5 ans ferme. Depuis 2019, il vit un acharnement. Le MSP, Fethi Harres et son épouse, notamment, sont encore avec et ils subissent le harcèlement de la justice. Le MSP a été dissous et dans le même temps, on a un déni, un pouvoir qui annonce clairement qu'il faut faire de la politique, il est possible de faire de la politique. Un président de la République notamment qui dit qu'il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie. Alors ce Parlement, il est peut-être ce qu'il est, mais encore une fois, il met vraiment en lumière ce que dit le peuple algérien, notamment depuis plusieurs années. La grande des lycéens, bien évidemment, c'est lié. Mécontentement des transports, de la cantine, des programmes très chargés aussi parfois de l'enseignement, des professeurs qui n'en peuvent plus, mais aussi derrière cette sortie des lycéens, il y a cette soif du citoyen, de la citoyenne algérienne de regagner la rue. Alors malheureusement, certains ont été intimidés, des actes aussi de répression. Des contacts aussi avec les parents, hein, notamment du pouvoir algérien qui a demandé aux parents, voilà, soyons unis, faites en sorte vraiment que le pays aille bien, peut-être de quoi stopper aussi eh bien, ces rassemblements, puisque vous le savez, malheureusement, les Algériens, les Algériennes aujourd'hui ne peuvent pas manifester. Donc voilà, autant de dossiers ce soir à évoquer avec nos invités. Nous allons accueillir ce soir Jamel-Din Benchenouf, mon ami confrère et éditorialiste politique, qui connaît très bien les arcanes du pouvoir. Et Jamel-Din, je le rappelle, merci d'être présent. Je rappelle, journaliste algérien, vous avez malheureusement pour vous, vous auriez aimé rester au pays, mais voilà, pour les mêmes raisons de liberté, vous êtes aujourd'hui en France, mais vous n'avez pas cédé. Vous avez gardé votre conviction de tenter de faire changer les choses. Jamel-Din, bonsoir. Bonsoir, Roya Chaben. Merci de m'avoir invité. Très heureux, très honoré d'être avec toi pour parler un peu de notre malheureux pays, malheureusement. Toujours un plaisir de vous avoir, hein. N'oubliez pas que dans cette belle aventure au sein de cette chaîne, j'ai commencé avec vous, Jamel-Din. C'est toujours un plaisir d'évoquer ces moments et de vous avoir. Maître Rahmoun Aïssa Rahmoun, avocat, secrétaire national de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Bonsoir, maître. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation. Bonsoir Si Jamal, mon ami, mon camarade Si Jamal. Et c'est toujours un plaisir de partager des discussions. Des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, mais le plus important, c'est d'avoir cet esprit ouvert, cet esprit critique pour faire avancer la construction démocratique en Algérie. Merci, maître Rahmoun. J'en profite
pour saluer les équipes en régie. Voilà, on m'informe, on vous dit tout, hein, on est à la maison, on vous dit tout, on vous dit tout, on salue les équipes. Il y a Mohamed Areski Ahmedouche qui va venir nous rejoindre dans quelques instants, secrétaire notamment national chargé de la diaspora et des relations avec les institutions au RCD qui viendra nous voir dans quelques instants. Jamel Dine est avec nous. On va commencer avec vous. Derrière ce pays, la politique intérieure est liée avec la politique extérieure. On va évoquer dans quelques instants, bien évidemment, la situation des citoyens, des lycéens. Mais comment faire avancer un pays sans l'expression et sans la politique, avec un grand P, des partis politiques aujourd'hui qui sont réprimés, le MSP, bien évidemment. Le fils aussi ne peut pas exercer, Karim Tabou, le RCD, on va en parler dans quelques instants puisqu'un rassemblement du côté de Béjaïa a été supprimé. Avoir votre regard à tous les deux, messieurs, pour cette loi, ce projet de loi sur les partis politiques qui vise apparemment, selon les autorités algériennes, à instaurer un cadre plus structuré et encourager la transparence. Déjà certains partis politiques qui crient à la critique, à la crainte, déjà une nouvelle loi. Mais est-ce que réellement c'est une nouvelle loi, Jamel Dine? Donnez-nous un peu votre sentiment. Est-ce que ce sont que des mots pour des mots, MOTS, la politique est réprimée en Algérie? Oui, bien sûr. Mais permettez-moi d'abord de saluer mon jeune ami que j'aime beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun, qui est en lui-même et à travers sa propre personne l'expression du déni de droit et du déni des droits de l'homme dans notre pays, malheureusement, puisque ce brillant avocat était très actif dans le monde des droits de l'homme, des droits humains, qu'il s'était distingué, qu'il était vice-président de cette ligue qui a été dissoute et qui a dû quitter son pays, s'arracher à son pays avec son épouse et ses enfants et prendre les chemins amers de l'exil. Mais alhamdoulilah, bon sang ne saurait mentir, puisque même s'il n'est pas au pays, il continue son combat avec nos autres frères et nos autres sœurs. Et je crois même que le régime doit regretter quelque part de l'avoir poussé à l'exil, puisque depuis la diaspora, depuis la France où il est, depuis l'étranger où il est, sa voix porte de plus en plus, puisque aujourd'hui, il est le vice-président de la Fédération internationale des droits humains. C'est vous dire la promotion et la joie pour les Algériens d'avoir cet homme et les autres hommes qui sont avec lui, les autres femmes qui sont avec lui pour défendre les droits humains ou qu'ils soient violés. Voilà, pardonnez-moi cette longue discrétion, mais Maître Aïssa Rahmoun le méritait amplement. Alors, votre avis, Jamel Dine, d'abord, rapidement, un président en place, il est là en tout cas pour un deuxième mandat, très mal élu, catastrophe. On se souvient de Mohamed Chorfi qui avait parlé de Carita, des chiffres catastrophiques bien avant le scrutin. Et c'est lié avec ma question, parti politique, une loi qui arrive pour donner un peu plus de souplesse. Mais les gens ne peuvent pas faire de politique aujourd'hui. Avoir un agrément, il faut avoir même un agrément du président pour faire de la politique. Chaben, il faut que... C'est difficile de faire des lectures de ce qui se passe dans le pays, puisque c'est un régime complètement plombé. C'est une bulle d'acier d'où rien ne filtre. Même si à l'intérieur du même régime, les clans sont à couteau tiré, toutes les perspectives sont ouvertes, y compris celle du coup d'État, y compris celle d'inviter poliment M. Tebboune à rejoindre ses pénates. Tout est possible. Nous sommes dans une situation où jamais, depuis 1962, le régime, le système n'a été aussi faible, n'a été aussi trouble, n'a été aussi inefficient.
Parce que même quelle que soit la faiblesse du régime et ses turpitudes et son penchant naturel à la médiocratie, à la mafiocratie, au pillage, à la répression, au mensonge, à la propagande, tout ce qu'on peut évoquer de vilain et de pas recommandable, les systèmes algériens s'entouraient malgré tout de grands serviteurs de l'État. Ils avaient de l'intelligence de s'entourer de grands serviteurs de l'État pour que ce pays continue de tourner un tant soit peu. Il ne suffit pas de le doter de façades Potemkin pour faire illusion, parce que le temps va vite fait de vous rattraper. Et donc, ils avaient mis en place un système, aussi bureaucratique soit-il, aussi inefficient soit-il, aussi tracassier et bureaucrate soit-il, qui permettait, pardonnez-moi, aux Algériens, quand ils appuyaient sur l'interrupteur, ils avaient de l'électricité, et je passe sur le reste. Nous avions une compagnie aérienne qui était respectable par rapport aux autres. Nous avions une Sonelgaz qui gérait son domaine de l'énergie avec un grand professionnalisme. Nous avions la Poste et les télécommunications qui, malgré bien sûr l'influence du régime, l'influence mortifère du régime sur tous les secteurs d'ailleurs, qui faisait qu'à la Poste on recevait des lettres, on recevait des colis qui ne soient pas ouverts, on envoyait des mandats qui arrivaient en temps et en heure. Nos hôpitaux, nos femmes allaient y coucher, nos mamans aussi, quand on était petits, les gens y étaient soignés, nous avions de grands médecins, de grands professeurs, et l'école, aussi médiocre a-t-elle toujours été. Il n'en demeure pas moins que les premières années de l'indépendance, qui continuent de porter en elle la qualité, il faut le reconnaître, de l'école coloniale, qui était excellente. Moi, je rappelle que jusqu'aux années 67-68, les Algériens, les lycéens passaient le bac français et l'Algérie était considérée par rapport aux autres départements français comme l'un des départements, alors que nous étions indépendants, hein, mais en matière de bac, les corrigés se faisaient en France. L'un des départements français les plus en avant et les plus qualitatifs en termes de baccalauréat français. Il y avait la première et deuxième partie de bac. Mais je me rappelle les professeurs que nous avions, les coopérants techniques, qui étaient fabuleux. C'était des gens de gauche qui venaient nous enseigner, nous apprendre, et qui faisaient du bénévolat et qui se donnaient tout entier à leur travail. Et nous étions heureux et nous avions un très bon niveau en français, en arabe, en anglais. Nous avions de très bons mathématiciens qui aujourd'hui le prouvent, qui sont à l'étranger, à la NASA, aux grandes universités américaines. Et je passe sur le reste, je pourrais parler comme ça pendant des heures. Mais le problème, Chaban, pour revenir à ce que je disais, et je m'excuse si je suis un peu lent, moi j'aime à broder un peu. Ce régime n'a jamais atteint de tels abysses. Il est au fond du fond et il est en train de creuser, et si ça continue, bien sûr, il va ressortir aux antipodes. C'est incroyable ce qui est en train d'arriver. Et il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour deviner, et la colère des lycéens en est un prémisse, que ça va mal finir. Si les Algériens ne continuent, je parle des Algériens qui trouvent leur compte avec ce régime, donc les piètres privilèges, les misérables privilèges, leur demande, leur commande de rester tranquille chez eux. Après tout, si jamais ce régime tombe, ils pourraient perdre ces misérables privilèges. Si demain, à Dieu ne plaise, nous ne le souhaitons pas, nous aimons notre patrie. Si demain ça explose, ces gens qui ont mené le pays au naufrage, ils ne seront plus là. Leurs bases arrières sont dotées de tout, d'argent, de biens, de résidences, d'universités pour leurs enfants, tout ce qu'on veut. Sauf que nous, si demain, à Dieu ne plaise, dans un tel pays qui fait eau de toutes parts,
dont même les services de sécurité sont complètement pourris, truffés de bureaucrates et truffés, j'irais même, quand je me rappelle les années 90, de dire truffés de sadiques. Mais je laisse la parole à mon ami. Merci, on va y revenir, Jamaldine, puisque tout est lié ce soir. Mohamed Areski Hamdous est avec nous. Bonsoir, bonsoir cher Mohamed Areski Hamdous, secrétaire national du RCD, notamment en charge de la diaspora. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Algérie, Mohamed Areski Hamdous, nouvelle loi, enfin nouvelle, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, alors nouvelle Algérie, changement. C'est un pouvoir qui parle énormément de changement, mais et pour cause, le MSP est dissous, des responsables politiques qui ne peuvent même plus sortir de chez eux, comme Ali Belhadj, Karim Tabou, qui est complètement tous les lundis à aller pointer à l'armée. Le RCD, seul parti qui arrive, parce que bon, voilà, il essaye en tout cas, parce qu'il quelque part il en a la possibilité. Et encore, hein, Béjaïa, ça a été annulé. Qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle proposition de loi proposée notamment donc en Algérie, Mohamed Areski Hamdous? Donc, bonsoir une autre fois. Donc, effectivement, je viens justement de rentrer de Béjaïa. Parce que, bon, vous avez dit qu'il y a que le RCD qui est resté sur le terrain malgré les entraves, malgré les difficultés. Aujourd'hui, nous étions obligés d'organiser une journée d'études sur le développement local, alors qu'il y a de cela plus de 10 jours depuis que nous avons formulé notre demande pour l'obtention d'une salle de la Maison de la Culture Pasha Marouche de Béjaïa. Alors qu'avant-hier, le jeudi soir, on a reçu une notification du Wali de Béjaïa, donc qui nous a carrément interdit la délivrance de la salle. Et pourtant, nous avons eu l'accord du service de la culture de la Wilaya de Béjaïa. Donc, je tiens d'abord à dénoncer l'attitude de ce Wali qui nous interdit une activité politique dans sa wilaya depuis pour la 3e fois de suite. Après nous avoir interdit la tenue d'un meeting au mois d'octobre 2024. Ensuite, l'interdiction de se rendre sur les lieux pour commémorer le 20 août 1956. Et là, c'est pour le parti a décidé d'organiser une journée d'études sur le développement local. Donc, à la surprise générale, on nous interdit de l'organiser. Mais donc, au-delà de Mohamed Areski Hamdous, alors, on a compris que c'était, malheureusement, c'était coutumier, mais on le rappelle régulièrement dans le cadre de nos émissions et on cite vraiment tous les partis aujourd'hui qui subissent tout de même une forme une répression, hein, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Derrière ce Wali qui vous interdit, mais quelles sont les raisons réelles? Vous faites peur? C'est un parti qui n'a pas envie de voir des Algériens se réunir, discuter, proposer, un parti, un pouvoir qui ne souhaite pas voir ça. Au-delà de ce Wali qui interdit, quelles sont les raisons peut-être du système, du pouvoir? Pourquoi on vous arrête à chaque fois dans vos activités politiques? Je vais quand même pointer ce Wali du doigt parce que j'estime que c'est une décision qui reste à son niveau. Donc c'est pour plaire à ce chef, faute d'avoir un bilan, faute de signer des projets d'investissement, faute de signer des projets pour plutôt encourager à aller plutôt financer des projets de développement. Donc toute la wilaya de Béjaïa se retrouve dans une crise de développement incroyable et lui, il ne trouve rien qu'à interdire à une formation politique d'organiser une journée d'études. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une décision de ce Wali, ce zélé Wali? Il n'y a pas si longtemps, nous avons déjà eu à organiser une journée d'études à Sétif sur l'éducation nationale. Nous avons organisé
récemment à une université d'été à Boumardes. Donc cette fois-ci, je ne sais pas, dès qu'on revient sur Bijaya, et donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est une décision purement personnelle. Il croit que c'est de cette manière qu'il va plaire à ses chefs pour monter en grade, voilà. Donc, juste pour clore ce sujet. Bon, revenons Oui, parce que d'un point de vue général, on va entendre Maître Rahmoun qui patiente aussi depuis tout à l'heure, mais d'un point de vue général, on sait que de tout temps, depuis des années, des décennies, c'est très compliqué de monter un parti politique, il faut l'agrément, des associations sont dissoutes, le MSP, Feth Herrez, vient de subir une sacrée sentence, Mohamed Tadjadid qui quelque part aussi fait un peu de politique de par ses dessins, sa poésie donc aussi malheureusement subit une certaine répression. Il y a cette difficulté de liberté d'exercer la politique en Algérie. Justement, comme vous savez, ils nous ont envoyé ces jours-ci la nouvelle loi sur les partis politiques. Si cela se réalise, ça va être un danger sérieux sur le multipartisme, sur l'existence des partis politiques en Algérie. Juste pour citer, par exemple, on ferme le champ politique depuis maintenant, nous sommes à la 6e année, depuis qu'on interdit aux partis politiques d'exercer, de sortir et d'aller à la rencontre des citoyens. Et on vous impose d'avoir son militant par exemple, dans la majorité des wilayats algériennes. Alors que le champ politique est fermé, les salles sont interdites aux partis. Donc, je le vois. D'abord, c'est une totale contradiction. Et puis, dans un de ces articles, on parle aussi, on s'ingère dans le mode de fonctionnement des partis politiques en s'ingérant directement dans les mandats des organes délibérants, tels que un conseil national, un siège par exemple l'exécutif d'un parti, on lui limite les mandats. On trouve que c'est une ingérence, c'est une atteinte à la souveraineté des militants et des partis. Donc on ne voit pas, c'est-à-dire c'est une loi qui va mettre des partis sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est une loi qui vient en contradiction avec la Constitution, qui veut instituer un régime déclaratif. Merci. Restez avec nous, Mohamed Areski Hamdous. Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la FIDH, rebonsoir. Merci d'avoir patienté. Nous évoquons effectivement cette proposition de loi. Vous en avez lu, vous, des propositions de loi, certainement. Avancée, encadrement, beaucoup parlent effectivement plus de répression, plus de maîtrise, alors qu'il faudrait tout simplement ouvrir le champ politique, le champ médiatique, le champ syndical, que les associations et le peuple algérien s'expriment et travaillent. Merci Chaban. Avant tout, je salue Mohamed Areski Hamdous, c'est la résistance du RCD face à ces arsenals juridiques, mais aussi au comportement de l'administration. Ils subissent ça. Il faut résister. C'est le propre d'un militant politique, d'un parti politique. Par ailleurs, je vais renouveler mes amitiés à Jamaldine Benchenouf. Écoutez, Chaban, dans un pays où l'exercice de la citoyenneté n'est pas respecté, l'exercice, le respect des textes énoncés par la Constitution, par les lois, ne sont pas respectés. Dans un pays où la séparation des pouvoirs n'est pas respectée. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'un texte de loi qui porte sur un texte de loi qui porte sur l'organisation de la société civile, parce qu'il y a deux textes qui sont conduits et en cours qui sont présentés devant la PN. Ils sont le texte de loi sur les partis politiques et les associations.
On va partir d'un point de départ qui est clair. Les partis politiques, c'est quoi en fin de compte? Les partis politiques, c'est des organisations, c'est des formations politiques qui aspirent à prendre le pouvoir. Qu'ils soient dans l'opposition, qu'ils soient en face, c'est-à-dire c'est des partis du pouvoir ou qui sont créés par le pouvoir, ils aspirent toujours à prendre les règnes de l'État. Les associations, la société civile, pour un peu schématiser les deux textes, c'est des associations, c'est des organisations, des syndicats, des corporations qui sont censées être les voies de médiation, les canaux par lesquels la médiation sociale se fait dans un état de droit. Chose qu'on a appris à travers les différentes stations politiques qui ont jalonné l'histoire du pays, que le régime codifie ce qui était déjà en vigueur. Ce qui est en vigueur. Et ce qui est en vigueur actuellement en Algérie, c'est un État dictatorial, un régime dictatorial, un régime autoritaire qui n'accepte pas de voix discordantes, qui n'accepte pas de liberté de pensée, qui n'accepte pas la différence dans la manière de voir les choses. Et c'est tout à fait normal que dans les prochaines lois organiques, organisant ainsi le fonctionnement d'un État, tel que le régime électoral, la loi sur les partis politiques, les associations, le monde de la presse et de la communication, éventuellement, ces lois vont être scélérates. Ils vont codifier ce qui était déjà en vigueur, mettre sous la coupe du ministère de l'Intérieur des formations politiques, des organisations de la société civile, associations, ONG et syndicats. C'est la meilleure manière de dominer la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime, il n'a pas choisi seulement ses alliés, mais il a choisi aussi son opposition. Aujourd'hui, pourquoi interdire, et le débat, il vient là justement à l'occasion de l'initiative du RCD, d'organiser une journée d'études ou des journées d'études, un colloque, n'importe quelle manifestation, à l'occasion d'une thématique qui est très importante, sur fond de réforme du code communal et wilaya, sur le développement local. C'est un acteur qui aspire et qui veut donner ses propositions, sa manière de voir les choses, qui vont être rendues publiques certainement. Et en fin de compte, on interdit à ce parti d'avoir une position, pas seulement une position, d'avoir une idée, pas seulement une idée, d'avoir l'initiative, pas seulement une initiative, d'avoir le droit à s'organiser. Et c'est là, tout simplement, que toute la classification doctrinale, que ce soit doctrinale ou constitutionnelle ou législative, qui organise l'état de droit, est remise en cause par la gouvernance. Justement, parlons de gouvernance. Souvenez-vous que Mouloud Hamrouche, à l'occasion de plusieurs interviews, plusieurs entretiens, et je me rappelle très bien qu'on avait posé la question à Mouloud Hamrouche à l'occasion d'un meeting qui s'est tenu à Ain Bnian, rassemblant ainsi Abdelhamid Mehri, Mouloud Hamrouche et Hussein Ahmed. Pourquoi ne pas créer un parti politique? Il dit la chose suivante. Pourquoi justement créer un parti politique sachant que le système, que le régime est plombé, sachant qu'il n'y a pas séparation de pouvoir, qu'il n'y a pas d'état de droit? Ce qui me ramène à dire aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu avec le Hirak, avec les détentions, avec Mohamed Tajaddid, avec toute cette frustration et cet esprit kafkaïen qui est entretenu par le régime, qu'il n'y a plus d'état. Et l'état, justement, pour eux, est synonyme, ils sont en train de télescoper l'État et le pouvoir. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, que l'État n'a jamais été le pouvoir, que l'État c'est la société, c'est le peuple,
C'est un Je territoire reviens. populaire qui est transmis à des élus. Je Désormais, reviens à vous, ces maître. élus à l'APL ne sont pas élus démocratiquement et d'une manière transparente. Je reviens à vous, maître. Transition toute faite. Comment satisfaire son peuple, ses citoyens, ses citoyennes. Quand on fait de la politique, on est responsable, on est élu. Normalement, on est censé apporter la sécurité, les droits, le bien-être, la santé, le pouvoir d'achat et aussi l'éducation. L'éducation nationale est en crise d'abord depuis plusieurs années. Nos invités vont en parler. Je voudrais qu'on regarde ces quelques secondes de marche. Ils ont été plusieurs milliers à marcher aux quatre coins du pays. Hein. D'ailleurs, hein, toutes les régions sont sorties pour revendiquer notamment leur droit au changement, à être respecté, à vivre dignement à l'école et aussi ailleurs. On regarde ces quelques images, on en parle juste derrière. Voilà, juste quelques secondes. Vous pouvez retrouver les autres images d'abord sur les réseaux sociaux. Il y en a à foison dans le cadre de nos émissions cette semaine. Jamaldine Benchenouf est avec nous ce soir. Jamaldine, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, derrière ces revendications, c'est vrai qu'on a quelque part un peu le sourire malgré ces intimidations, cette forme de répression, aussi cette instrumentalisation avec les parents. Je crois qu'on a un pouvoir qui a tenté d'amadouer les parents en disant mais attendez, peut-être pour stopper ces revendications, mais quelque part le peuple a envie de retrouver la rue, sa citoyenneté, a envie de s'exprimer. On le sent, on a même vu des slogans cette semaine du Hirak. Ah oui, oui, oui. Moi, dans les 2 dernières émissions passées, j'avais dit que j'avais reçu une information que le système est très, très inquiet parce que depuis juin, il n'en finit pas de recevoir des rapports très alarmants, des rapports de sécurité provenant des Walis, où quasiment toutes les wilayas sont en train de dire que le climat est explosif, que ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, c'est un peu pour ça que ce régime est en panique, qu'il est dans la fuite en avant, qu'il est dans la répression pour essayer de faire peur, empêcher les gens de sortir. Mais pour revenir à ces manifestations de lycéens, Chaban, des manifestations qui m'ont rappelé les manifestations de 1970 dans toute l'Algérie, de l'UNEA, l'Union nationale des étudiants algériens. À l'époque, moi, j'étais lycéen et tous les lycéens, nous avions suivi et nous avons été très fortement réprimés, je me rappelle. J'étais à Constantine à ce moment-là. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand ça va mal, il est tout à fait naturel que de façon spontanée, contrairement à ce que prétend le régime qui voit des mains étrangères partout, il est tout à fait naturel que la jeunesse monte au créneau, pour ne pas dire monte au front de la résistance et du salut public pour sauver l'Algérie. Contrairement aux sauveurs de la République des années 90 qui nous ont menés où ils nous ont menés, mais là est un autre sujet. Alors, pour les lycéens, Chaban, pour l'éducation nationale d'une façon générale, dans les 3 cycles, primaire, moyen et secondaire. Il faut savoir une chose, il faut le rappeler sans arrêt, pour que les gens s'imprègnent de la dure réalité qu'ils vivent, là où ils ont été anesthésiés, plongés dans un coma politique, pour ne pas savoir ces choses-là. Il faut rappeler que le budget de l'armée est de 25 milliards de dollars pour 2025. Vous savez de quel ordre est le budget de l'éducation nationale? Quand le nombre d'élèves est de 12 millions à peu près. 12 millions d'élèves. C'est-à-dire, c'est le quart de la population et c'est l'avenir de tout le pays qui se trouve dans ces 12 millions. C'est eux qui représentent le quart,
C'est eux qui sont dans toutes les familles. Et c'est eux qui, demain, seront à la charge de ce pays. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. 12 millions d'élèves, 30 000 établissements, pour seulement, écoutez bien, 459 cantines. 459 cantines, quand on sait que dans le pays profond, là où il y a le froid, là où il y a la faim, là où il y a la misère, là où il y a le chômage, là où c'est derrière la vitrine que personne ne voit, dans tout le secteur, il y a moins de 500 cantines. Il y a 1 200 000 enseignants, dont 75% de femmes. 1 200 000, vous imaginez un peu. Il y a 500 000 soutiens administratifs. Et résultat des courses, même pas la moitié du budget de l'armée, qui est déjà en soi le budget de l'armée, il est sursaturé à un point, j'en suis sûr, je n'ai pas d'informations, j'en suis sûr et certain que la logistique ne peut plus suivre. Il y a tellement d'armements, tellement d'équipements militaires, tellement d'armes de dernier cri, tellement d'avions, de navires, de bateaux, de chars, que ce n'est pas... Et comment on sait qu'en Algérie, la gestion, c'est la dernière roue de la charrette. Et l'armée, n'est pas sur une autre planète. Elle est en Algérie, elle est composée d'Algériens. Donc, ça doit se passer de la même manière que partout dans les sociétés, dans l'agriculture, dans l'enseignement. Ceci étant dit, il faut aussi dire, Chaban, et là, je m'excuse auprès des enseignants, mais je tiens à leur dire que ce n'est pas de leur faute. Et eux, ils le savent. Et j'en ai parlé avec eux. Et j'en ai parlé avec les meilleurs parmi leurs syndicalistes. Bouhela Mamoura, entre autres. Mon ami Zian, qui est aux États-Unis. Alors, il faut savoir que ces enseignants sont très mal formés pour au moins 95% parmi eux. Ils ont une formation abyssale qui est dans le dernier sous-sol. Dans n'importe quel pays au monde, si vous les prenez, vous les mettez dans une école, ils ne peuvent pas enseigner, je m'excuse, mes chers compatriotes, mais vous devez être les premiers à le dire. Avec ça, il n'y a pas de véritable stage de formation et de recyclage. Et même si c'était le cas, ceux qui pourraient les former et les recycler sont eux-mêmes sous-formés. L'état des établissements, ça veut dire, quand je me rappelle moi de ma scolarité dans le lycée, les lycées étaient aux mêmes normes que les lycées français, anglais, américains, y compris les salles de sport, y compris la mixité, y compris les cantines où on mangeait mieux. Moi, mon père était un fonctionnaire, ça veut dire qu'on était dans l'Algérie moyenne, mais je mangeais mieux à la cantine que dans ma propre famille. Aujourd'hui, les lycées sont des dépotoirs. Il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de toilettes mixtes, ou alors dans 4 ou 5 établissements seulement, et je mesure mes mots, et j'aimerais bien que quelqu'un sorte demain dans la presse scélérate qui est au service du régime pour venir me démentir et me dire « Monsieur Bichinou, vous mentez ». L'eau potable aussi est un problème. Eau potable. Bien sûr. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de douche. Et les programmes sont des programmes de sortie d'un asile psychiatrique. Les programmes sont de la folie pure. Mais d'ailleurs, c'est pas nouveau, depuis des années, c'est pas seulement Tebboune. C'est des programmes qui déboussolent, qui désorientent, qui infectent l'élève. C'est honteux de livrer nos enfants comme ça à un tel carnage et de venir nous dire j'en aurais venu, Chaben, de nous dire la main de l'étranger, ils sont sortis. Ben mon vieux, si la main de l'étranger, alors on arrive à faire sortir des lycées et tous tes collèges, si la main de l'étranger arrive à enlever un otage en plein zone militaire au Sahara, à 400 km des frontières, si la même main étrangère arrive
à faire tourner le Parlement européen contre toi, ça veut dire que tu n'es pas Oui. Kouabariba. Je m'excuse, mon ami. C'est une recette que vous connaissez ça, bien évidemment. Il est 20h20, on a encore voilà, deux autres sujets à évoquer avec celui-là, avec nous. Euh, Monsieur Hamdous du RCD est avec nous, Mohamed Aris Hamdous. Les lycéens sont dans la rue, on parlait de la politique à l'instant. Comment peut-on faire évoluer un secteur comme les lycéens qui sont dans la rue sans politique, vous le disiez à l'instant. Vous sentez, vous, en Algérie, cette volonté, au-delà des lycéens, je voudrais vraiment vous poser cette question car vous êtes au pays. C'est un pays malheureusement qui est fermé à la marche. Le collectif des disparus sont obligés d'être cloîtrés tous les vendredis dans un petit endroit pour s'exprimer. Vous sentez cette soif, cette volonté vraiment, ce ras-le-bol du peuple algérien, pouvoir d'achat, éducation, santé, transport, qui veut vraiment ce changement, toujours Mohamed Areski Hamdous. Oui, effectivement, la grève des lycéens est un signal. Ce n'est que la face visible de l'iceberg, comme on dit. Donc une fois de plus, c'est pas faute d'avoir alerté l'opinion publique et le pouvoir en place. Nous avons eu déjà, le RCD a déjà organisé une journée d'études sur l'éducation nationale il y a de cela 3 mois à Sétif. Donc on l'avait organisé le 30 novembre 2024 à Sétif, où nous avons invité un panel d'experts de l'éducation. Nous avons parlé, débattu toute la journée du marasme que connaît l'école algérienne. Et nous avons dressé effectivement le même constat que celui qui a poussé ces jeunes lycéens à occuper les rues, aussi à abandonner les bancs de l'école. Maintenant, ça fait depuis 2 semaines et c'est pas encore réglé. Donc où nous avons dressé le même constat, où nous avons parlé de l'état de déperdition scolaire alarmant et un taux de récalage important. Et des pressions, des lycéens qui subissent des pressions journalières et des classes surchargées, un programme aussi surchargé. Donc nous avons alerté, nous avons donné un certain nombre de recommandations et nous avons parlé de la nécessité d'aller vers, de créer des conditions favorables pour ces écoliers. Il ne faut pas oublier aussi les facultés de Daroua qui sont en grève depuis maintenant un peu plus de 3 mois. Donc il y a un malaise général. Donc il est temps que le pouvoir écoute un peu justement les formations politiques, écoute les syndicats, se met à table avec les Algériens pour essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes, à tous les problèmes que nous vivons. Il est temps de concilier l'école avec l'environnement culturel, linguistique, social. Il est temps d'aller vers une formation performante et moderne de l'ensemble du personnel de l'éducation, aller vers l'enseignement des langues, plutôt renforcer les activités sportives et culturelles dans nos écoles pour essayer d'attirer, pour essayer de casser ce régime carcéral qu'on impose à des lycéens, à des adolescents qui veulent réussir leur vie, qui veulent aller de l'avant. Donc et aussi, il faut aller vers la révision du statut de l'enseignant. Par exemple, quand on a vu le nouveau statut des enseignants, à qui on interdit de cumuler ou d'avoir une autre fonction, donc pour essayer de mettre un terme au cours supplémentaire. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne copie pas sur les autres pays, les autres nations, les autres pays avancés dans le domaine de l'éducation? Ils n'ont qu'à à régulariser les cours supplémentaires. Et tellement partout, ça se fait partout dans le monde, c'est une activité légale, réglementée.
on engage partout dans tous les pays du monde, on engage des jeunes étudiants, des jeunes chômeurs à aller faire des cours supplémentaires à des élèves qui nécessitent un perfectionnement. Donc il faut qu'on arrête de traiter tous les problèmes, tous les maux que vit notre pays avec de la répression, avec de l'insulte, avec de l'invective. Ça, c'est des jeunes, s'ils se retrouvent dans la rue, c'est qu'ils ont mal, c'est qu'ils sont ils sont pas bien dans leurs écoles. Donc il y a urgence de créer des conditions favorables pour que ces jeunes-là reprennent des cours et essayer de rattraper tout ce retard. Merci, restez avec nous, Mohamed Alexis Hamdouzola. Vous parlez d'un signal, d'un cri derrière ces lycéens. Bien évidemment, nous allons évoquer dans quelques instants avec Maître Aïssa Rahmoun et nos deux autres invités. Jamel Din est avec nous aussi. Le Parlement européen et cette résolution, une nouvelle claque, une gifle, une sentence. On est d'accord ou pas d'accord avec le Parlement européen, mais vous allez donc voir dans un instant cette résolution qui a été adoptée, 533 voix pour. Maître Aïssa Rahmoun est avec nous, vice-président de la FIDH. Maître Rahmoun, je voulais aussi passer au deuxième sujet. Il est important de vous entendre là-dessus, même si vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire sur l'éducation, un pays où les libertés sont de plus en plus touchées, un pouvoir qui est dans le déni total depuis des années. Ce n'est pas la première résolution. Le Parlement européen s'était exprimé aussi pour Karim Tabou, sur Khaled Darni, sur Hassan El-Qadi, si je ne me trompe pas. Maintenant, une nouvelle résolution. Effectivement, le déclencheur, c'est Boualem Sansal, mais ce qui est intéressant, au-delà du cas de Boualem Sansal, du malheureux cas de Boualem Sansal, parce que l'expression libre est importante, c'est qu'aujourd'hui, les libertés sont dénoncées, le cas de Mohamed Tadjadid a été évoqué, le cas d'Abdelwakil Blam a été évoqué aussi, les 215-250 détenus d'opinion ont été aussi évoqués, et puis aussi le régime a été évoqué dans sa façon de faire, ces méthodes autoritaires, oligarchiques, on parle aussi de politico-militaire, de pouvoir autoritaire, mais c'est un pouvoir aussi qui est toujours dans le déni et qui demain certainement, enfin pas demain d'ailleurs, on a déjà parlé d'ingérence. Maître Rahmoun sur ce dossier. Écoute, très bien, sur ce dossier, on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de réserves, beaucoup de critiques, beaucoup de satisfaction, beaucoup de frustration. Il s'agit d'une institution européenne, qui est le Parlement européen. Alors qu'il faut faire la différence entre la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, le Conseil économique et social. Alors les institutions européennes sont assez compliquées pour nous autres, pour les Algériens sûrement. Pourquoi ? Parce que c'est une manière d'organisation très complexe que l'Europe a mis en place et justement le régime algérien utilise ces cartes entre Commission, Parlement, Conseil économique et social et Conseil de l'Europe. 4 dispositifs mis en place, c'est très long pour en parler, mais il faut savoir que le Parlement européen, c'est des députés élus. Et quand c'est des députés élus, personne ne pourra remettre en cause les élections en Europe, dans les pays démocratiques, parce qu'il s'agit de la voix des peuples, des populations issues de l'Union européenne. Maintenant, la résolution, elle a porté sur plus de 530 votants pour la résolution et des réserves, probablement des abstentions ou des votes contre, qui ont regroupé l'extrême droite, la droite, une gauche centrale, une gauche et une partie de l'extrême gauche.
quand on va s'immiscer dans les carcans, les couloirs du Parlement européen, personnellement, je suis déçu, par exemple, par la position de Rima et de Satouri, un député des Verts, avec qui j'ai partagé des tables rondes à l'occasion de la guerre en Palestine, du génocide en cours en Palestine. J'ai émis beaucoup de réserves. Pourquoi? Parce que il s'agit non seulement du cas Boualem Sansal, qui est très avancé par le régime algérien et probablement par les chauvins, je dirais les chauvins de la philosophie du double standard. Oui. Oui, Maître Rahmoun, effectivement, on peut avoir des avis, des déceptions sur les réactions, mais encore une fois, ça, voilà, chaque élu peut avoir la position. Mais la question vraiment qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous les connaissez, ces problèmes de liberté en Algérie. On a un pouvoir qui ne veut pas entendre. On a déjà certains partis politiques ont parlé de désapprobation, d'ingérence, et un pouvoir politique qui ne veut pas entendre. Il y a tout de même 605 parlementaires, il y en a 533 qui ont voté cette résolution. Et ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est le déclencheur, Boualem Sansal, mais on parle de détenus d'opinion. Enfin, je vais pas redonner les éléments, vous les avez entendus, et ça, peut-être que c'est une nouvelle voie, une petite avancée pour le peuple algérien qui crie ces éléments qu'on retrouve dans la résolution, mais on a un pouvoir algérien qui ne veut pas comprendre et qui ne veut pas entendre. Soyons sérieux, soyons sérieux. Si le régime algérien trouve que le Parlement européen est un Parlement hostile à la souveraineté nationale, qu'il arrête tout contact, qu'il arrête l'accord d'association Union européenne-Algérie. Alors là, une question existentielle pour le régime se pose. Si on arrête l'accord d'association Algérie-Union européenne, qui est le perdant? La question, elle est à ce niveau. S'il n'arrête pas l'accord d'association décrié par les organisations de droits humains, l'article 2 principalement de l'accord d'association qui stipule que les accords d'association doivent être respectés par les pays tiers, c'est-à-dire les pays de la rive sud de la Méditerranée, à la seule condition du respect des droits humains, de la démocratie, de l'état de droit et de l'accès au pouvoir par des moyens pacifiques. Est-ce que notre régime respecte cette deuxième clause, ce deuxième article de l'accord d'association UE-Algérie? Et on retrouve actuellement dans le débat diplomatique une sorte de chantage de l'Algérie exercé par l'Algérie. Parce que la question des subsahariens, des réfugiés, des demandeurs d'asile, est une question qui est sur la table, très pertinente, très importante. Est-ce que le régime algérien a adopté une loi, une législation qui permet aux subsahariens d'être demandeurs d'asile ou réfugiés? La réponse est non. Il n'y a aucun mécanisme législateur qui donne ce droit aux migrants. Et dire que durant les années 90, les années du terrorisme, de la guerre civile, pratiquement, et c'est les chiffres de l'OFPRA, les premiers bénéficiaires de l'asile politique, de l'asile territorial en France, c'était des Algériens, on était sur fond de guerre civile. Et dans ce déséquilibre diplomatique, aujourd'hui, l'Algérie se retrouve affaiblie. Affaiblie pourquoi? Affaiblie, par la non-prestation diplomatique, d'une part, le non-respect de la souveraineté populaire, de deux, le non-principe de la liberté d'expression, du droit à l'autodétermination des peuples, de la restriction des droits de la société civile, des espaces de la société civile. Et tout ça amène aujourd'hui que l'Algérie soit exposée sur le plan international. La faute incombe à qui en fin de compte?
au régime algérien, qui aujourd'hui est négateur des droits fondamentaux de la population, de la société algérienne. Le meilleur exemple, c'est l'exemple du RCD qui vient de subir, encore une fois, un fonctionnement administratif, des décisions administratives, niant ainsi la vie d'un parti politique dans son champ sociétal. Merci, maître. On va retrouver Jamaldine Benchenou sur cette actualité, bien évidemment. On va écouter ici David Guetta, parlementaire européen. Ils sont plusieurs groupes à avoir vraiment... voilà, il parle de ce gâchis d'une Algérie, d'une beauté, d'un mélange de cultures et aussi malheureusement d'un pays totalement dilapidé. D'ailleurs, ça nous rappelle les analyses de Jamaldine en début d'émission. L'indignation, oui, mais la peine, plus encore. Car mer, montagne, désert, gaz et pétrole, l'Algérie ne devrait être qu'abondance et beauté. Peu de pays ont tant de richesses naturelles et l'Algérie bénéficie en plus d'un mélange de cultures à nul autre pareil, kabyle et arabe, ottomane et française, musulmane, chrétienne et juive. L'Algérie pourrait être tout à la fois le plus universaliste des pays est la Californie. Mais aujourd'hui, elle n'est hélas que le butin de prédateurs, cultivant la rancœur historique afin de toujours mieux piller leur pays, le bâillonner et le ruiner. Jamaldine est avec nous ce soir. Jamaldine, derrière ce dossier, la question, elle n'est plus d'une certaine... peut-être droite française, extrême droite française, chacun effectivement peut en faire son faux de commerce. On a encore une fois une institution parlementaire, des députés élus qui reviennent sur mais les libertés, des choses que vous dénoncez, que plusieurs journalistes dénoncent, mais encore une fois, c'est un pouvoir qui ne comprend pas, qui n'entend pas, les médias n'en parlent pas, les partis politiques n'en parlent pas, ou alors on parle, comme vous le disiez tout à l'heure, notamment de main étrangère. Une réaction sur cette résolution et sur cette Algérie avec toujours ce déni. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut beaucoup regretter, c'est cette prise d'otage de l'opinion publique algérienne qui t'en est arrivé, moi j'aime bien répéter, à être plongé dans un véritable coma politique. Il n'y a quasiment plus de conscience politique en éveil dans ce pays, si ce n'est les rares militants ici et là qui essayent tant bien que mal de réveiller cette conscience politique qui a été, malgré elle, profondément anesthésiée. Aujourd'hui, par exemple, il a suffi que le Parlement prenne une résolution en faveur pas seulement de Sensal, rappelons-le, mais de Sensal qui a été qui a été cité nommément, mais de Tajadid qui a été cité nommément, de Abdelbaki Blam, de Abdelghani Blam, j'espère, je perds les prénoms y compris des gens que je connais très bien. Et il parle de 215 autres détenus politiques. Moi, je dis prisonniers politiques et détenus d'opinion. On en déplace à M. Tebboune qui a dit que c'est le mensonge du siècle que de dire qu'il y a des détenus politiques en Algérie. Pour aller dans le même sens que mon ami Maître Issa Rahman. En l'occurrence, c'est un Parlement européen. Ce sont des élus du peuple européen, des peuples des pays européens. Et pour contrecarrer cette propagande insidieuse et qui s'insinue dans les réseaux sociaux pour dire ce Parlement, s'il était attaché aux droits de l'homme, pourquoi n'a-t-il pas dénoncé le massacre des Palestiniens? Pourquoi ne dit-il rien sur la souffrance du peuple palestinien, sur la question palestinienne? Je rappelle qu'il y a eu plusieurs résolutions dans ce sens, et la dernière en date de décembre 2024 a été prise à une majorité écrasante, 498 voix
contre 88, où la résolution parle, je vais vous les lire, solution à deux États avec Jérusalem, capitale pour les deux États, le retour sur les frontières de 67, ces résolutions prises contre les colonies et les implantations illégales, et je passe sur le reste. Donc, ce régime qui passe son temps à nous parler d'ennemis de l'extérieur, de mains étrangères, ou les habituels relais, et malheureusement, il y a beaucoup de nos compatriotes qui tombent dans ce grossier piège, dans cette manipulation primaire, et qui ne dénote que du mépris de ce régime pour son propre peuple. Un despote intelligent, un despote digne, une démocrature, comme on dit aujourd'hui, n'aurait pas osé mépriser son peuple et penser qu'il puisse avaler de tels bobards. ايه باليك تحسب هذا الشعب هذا يسرط كلش تعطيه وينوض يخرج للطريق هذوك اللي يخرجوا للطريق هذوك ولا يا مساكين حابسين خلاص مساكين دبدبتوهم vous les avez abrutis depuis leur naissance, ils n'ont jamais connu autre chose, ils n'ont connu que votre école, votre télévision et vos, j'allais dire, vos sales journaux. الاخرين اللي معاهم سيدي كاشيريست معروفين شفناهم كيف كانوا يسلموا الكادر تاع بوتفليخه كومون il pleurait, comment il se soumettait, comment il courait derrière le cadre, comment ils applaudissaient le cadre. William, c'est les mêmes qui disent sur ce cadre le chef de la Isaba. Donc, allez la raconter à d'autres. Au sujet de Rima Hassan, j'aimerais dire, en passant avant de revenir à votre sujet, Shaban, que je suis très déçu. Franchement. Parce que les Palestiniens tombent dans ce piège. Ils croient que l'Algérie qui les soutient, l'Algérie qui les aime, l'Algérie qui vraiment considère la question palestinienne comme une question presque nationale, qui souffre avec la Palestine, alors ils identifient cette solidarité du peuple algérien à abonner au régime algérien. Que les Palestiniens tombent dans ce piège grossier, injuste, nous pouvons les comprendre. Ils sont loin, il n'y a pas de véritable voix de l'opposition qui pourrait les réveiller à la situation, mais qu'une députée, qu'une femme politique de ce niveau, une socialiste engagée à fond pour la démocratie, pour les droits des peuples, on arrive à défendre le régime en le faisant passer pour l'État algérien. Je suis désolé, et encore plus désolé que c'est Rima Hassan qui s'est engagée dans cette voie. J'espère qu'elle aura l'occasion de prendre langue avec de véritables opposants, de véritables militants pour la démocratie en Algérie, et qu'elle pourrait peut-être revenir de cette lourde erreur. Restez avec nous, Jamaldine. Merci pour tous ces éléments. Est avec nous, bien évidemment, Mohamed Areski Hamdouz. Peut-être une réaction. Il nous reste quelques minutes encore. J'aimerais ensuite vous entendre rapidement les uns et les autres sur la protection algérienne avec cet Espagnol donc, qui a été libéré. Et ça, bien évidemment, on est très heureux pour lui et sa famille, mais surtout qu'il a été kidnappé à 400 km de la frontière du côté de Tamanrasset. Le dernier sujet, ça va être très rapide, mais en tout cas, Mohamed Areski Hamdouz, sur cette résolution, encore une fois, je vais vraiment directement dans ce sens, c'est la voix du peuple, VOIX, qui a été encore une fois entendue au-delà des intérêts, des partis politiques, des idéaux. C'est ce que vous revendiquez depuis plusieurs années. Oui, je crois que nous sommes en train de récolter le fruit de notre absence sur la scène internationale depuis 2013, depuis l'AVC qui a frappé l'ancien président Bouteflika. Donc l'Algérie a perdu sa place sur le plan international et n'a plus d'aura sur le plan international. Et maintenant, nous, en tant que parti qui a toujours été sur le terrain, qui a exercé
qui a accompagné le Hirak. Nous avons eu effectivement, comme tout le monde, comme tous les Algériens, eu d'abord affaire au service de sécurité, à des emprisonnements. Donc, nous avons toujours accompagné et dénoncé des arrestations, et nous avons accompagné les détenus algériens, et nous avons toujours dénoncé les arrestations et surtout la répression que subissent le peuple algérien. Maintenant, effectivement, nous vivons les pires moments de notre existence. L'Algérie vit des moments très difficiles. Une conjoncture internationale qui n'est pas très favorable. Nous connaissons une crise politique sans précédent. Et surtout, ce qui se passe à nos frontières aussi n'est pas reluisant, vu que nous vivons au milieu de plusieurs pays instables qui vivent aussi des crises. Donc, justement, puisque vous avez parlé du rap, nous Concarroyés, que nous avons dépassé cette crise du terrorisme pendant des années 90, et nous voilà en train de vivre une stabilité. Nous voilà en train de vivre une instabilité au sud du pays, vu que le Mali, la Libye, le Niger, il y a des conflits. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de renforcer nos frontières, que de renforcer le sud algérien pour essayer de sécuriser nos citoyens, pour essayer de sécuriser les étrangers qui viennent passer quelques jours dans notre pays. Donc voilà. Merci. Malheureusement, on n'arrive plus à rassurer que soit des étrangers, que soit des citoyens, donc à vivre. Élément très important. Hein, on n'arrive plus à protéger, à soulager notamment les Algériens et aussi les étrangers. Important ces mots sur ce dossier. Maître Aïssa Rahmoun, rapidement, voilà, il est 47, il nous reste encore vraiment 5 toutes petites minutes d'émission. Sur ce dossier, on a un pouvoir aujourd'hui qui dit aux Algériens, tout est protégé, les frontières, le front interne, il y a des milliards. Djamaldine parlait de ce budget colossal de la défense tout à l'heure. On a tout de même une personne espagnole qui a été kidnappée à 400 km donc, du côté de Tamanrasset. Maître Rahmoun, échec. Alors, il y a une récupération, bien évidemment, mais la défense, elle en est où aujourd'hui derrière ce pouvoir qui parle énormément de moyens, comment vous analysez cette situation? Et puis je crois qu'il y a aussi une récupération, notamment concernant la libération de mais au moins sur la défense rapidement. Ça me rappelle effectivement, des jeunes Marocains qui étaient arrêtés à Oran ou à Tlemcen, en tout cas à l'ouest algérien, que le parquet, ou à travers le régime, ont exposé que c'était des agents du Mossad et du Makhzen. Si on est perméable à ce point, si on n'arrive pas à contrôler nos frontières, et que le budget énoncé par Djamaldine Benchenouf à hauteur de 35 millions d'euros ou de dollars, l'essentiel est que la différence est très loin, est très importante entre le budget alloué à la défense et à l'éducation. Il y a un déséquilibre flagrant. C'est dire que si nous arrivons pas, et là écoutez, je sais pas comment dire, je suis un militant de droits humains. Et la défense, pour moi, elle s'explique en termes d'autodéfense légale, d'autodéfense paisible,
je suis un humaniste. Vous voyez, donc, pourquoi allouer tant de budget, tant d'argent en millions ou en milliards d'euros ou de dollars pour la défense nationale, tandis que la santé, l'éducation, la justice, la protection sociale, les retraités, le pouvoir d'achat des Algériens est aujourd'hui laminé justement par cette envie violente, par une envie violente de domination des populations, par les armes, par la violence législative, par la violence institutionnelle, par la violence médiatique. Vous voyez, c'est incroyable. Tu sais, Chaban, c'est quoi la violence médiatique? C'est quand tu n'arrives pas, c'est quand un pays n'arrive pas, un régime, un système, un État n'arrive pas à donner la parole aux journalistes. C'est quand un État n'arrive pas à donner la parole à un citoyen, Mahgour, qu'il soit à Tindouf, qu'il soit à Tamrast, qu'il soit à Neba, qu'il soit à Skikda, qu'il soit à Wahran, qu'il soit à Tlemcen, à Tizi Ouzou, à Alger, à Boumerdes, quand on n'arrive pas à donner la parole au peuple. Tu sais, le peuple est formé de quoi? D'un ensemble de citoyens individualisés. La vie d'un citoyen, et là, on se rappelle communément Galilée, qui était un seul homme, à l'occasion d'une exploration astronomique, qui avait dit elle est ronde et elle tourne. Le citoyen algérien aujourd'hui dit l'Algérie, elle est ronde et elle tourne. Merci, Maître Rahmoun. Jamaldine, j'ai un challenge pour vous. Vous connaissez le problème de l'heure. Vous avez 1 minute pour le mot de la fin, peut-être sur cet espagnol, sur cette défense. Voilà, les derniers mots avec Jamaldine Benchenouf, qu'on retrouvera bien sûr. Et j'aurais aimé vous entendre aussi sur votre livre, mais on le fera très prochainement. Jamaldine. Inch'Allah. Ben, très vite, ce régime qui se dit Qawadariba, puissance, force de frappe, qui n'empêche pas un groupe, on ne sait pas qui sont ces gens, un groupe terroriste, un groupe qui fait du terrorisme pédagogique qui appartient à un clan du régime, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a pénétré à 400 km à l'intérieur de l'Algérie, au milieu d'une très forte densité militaire, très sécurisée, et il a eu le temps de partir à travers l'Erg, à travers l'Erg, ça veut dire pour faire 400 km à travers. Il faut compter au moins 8-9 heures. Et ils n'ont pas pu les intercepter. Et puis, ils sont en train de nous présenter la chose comme quoi au moins ils ont libéré l'otage. Alors que les gens de l'Azawad ont fait une déclaration à la presse où ils ont dit personne autre que nous n'a libéré l'otage. C'est nous qui avons encerclé les ravisseurs, c'est nous qui avons refusé l'histoire de la rançon, c'est nous qui l'avons récupéré sains et saufs et qui avons laissé partir ces ravisseurs. Et c'est nous qui avons réfléchi entre nous pour voir ce qu'on peut faire. Mais comme ils ne peuvent pas le remettre à l'Espagne directement, ils l'ont remis aux Algériens qui auraient dû, en principe, demander l'autorisation de l'État malien, puisque eux, ils parlent de choses, j'ai oublié le mot, de gens qui s'ingèrent, d'ingérence dans leurs affaires lorsque quelqu'un s'ingère à l'intérieur dans une affaire algérienne. Eux, ils ne craignaient pas de montrer qu'ils ont un lien direct avec les Azawad, peut-être même qu'ils l'arment, qu'ils le financent, en tout cas qu'ils leur obéissent. Et donc, nous comprenons alors toute la colère de l'État malien, donc c'était pas à tort qu'ils les accusaient. Mais sinon, j'en aurais fini, Chaban, très très vite. Il n'est pas question que, normalement, les partis politiques qui sont dans le débat, c'est vraiment, comme d'habitude, c'est de la scélératesse. Un parti digne de ce nom, comme le RCD, devrait refuser. Parce que sinon, ce serait de la concussion, ce serait de la compromission. Rappelez-vous, Chaban, les débats avec ces partis. La seule chose qui vaille aujourd'hui, si le régime veut faire acte de bonne volonté,
c'est de lancer un appel à un débat public, ouvrir un véritable champ politique à tous les Algériens pour qu'ils puissent débattre librement, pour que la presse du monde entier, et la presse algérienne en particulier, puissent s'exprimer librement. Mais commencer par libérer tous les détenus politiques, tous les prisonniers politiques, les acquitter, pas les libérer, pas les élargir, les acquitter, les indemniser pour tous les dommages moraux et matériels qui leur ont été occasionnés. Et je vous remercie, Ben, d'avoir un peu dépassé. Mais vous connaissez ça par cœur. Merci, Jamel El-Din Benchenouf, d'avoir été avec nous. La prochaine fois, impérativement, on parle de votre livre qui est déjà disponible. Je vous invite à retrouver votre livre sur les réseaux sociaux notamment. Merci, Maître Rahmoun. Merci, vice-président de la FIDH. Et merci à Mohamed Areski Hamdous. Merci d'avoir été avec nous. Le RCD toujours présent. Notamment secrétaire national pour la diaspora. L'équipe en régie, merci infiniment. Demain soir, mon ami Nassar Djoudi. Bonne soirée à tous.